Bienvenue pour le slot post-goûter. Donc on va essayer de se réveiller. 24 de nuances de test plus sombres. Donc je m'appelle Pablo, je suis directeur technique chez Xebia, Publicis Sapient Engineering. Et en fait, je dois vous raconter l'histoire de Slot, c'est que pendant que j'étais en voyage à l'étranger, mes petits camarades m'ont imposé le nom du slot. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur les tests qui n'a jamais été raconté? Ou au moins pas en français, ou au moins pas par nous. Et puis, comme je me prends toujours très à l'avance dans mes slots, j'ai eu de la chance, c'est qu'il y a 10 jours, on m'a fourni le planté de décor. Donc, qui parmi vous a un téléphone Android? Alors, gardez les mains en l'air, c'est le sport. Très bien. Qui parmi vous prend son téléphone Android pour une console de jeu? Oh, beaucoup moins déjà, je suis déçu, vous n'êtes pas très geek. Et qui parmi vous connaît cet écran et a pesté devant cet écran? Ah, il y en a quelques-uns quand même. Donc pour tous ceux qui ont le bras en bas, il faut savoir que Nintendo, le 18 novembre, a mis à jour Mario Kart. Grosse mise à jour, puisque c'était une nouvelle saison avec des nouvelles courses et ainsi de suite. Et pendant une journée, une certaine partie de la population, donc sur Android, s'est retrouvée bloquée sur cet écran. Alors, ça n'a pas loupé. Assez rapidement, on s'est retrouvé avec une note et des commentaires assez désagréables sur les stores, avec une étoile, des rétablissez le service. Et puis, l'équipe, obligée de tweeter, surtout ne mettez pas à jour, on est en train de mettre en place une mise à jour corrective. Ça fait mauvais genre. C'est un jeu qui est en pay-as-you-go, qui est relativement cher. Ils essayent de capter une audience avec un tarif à plus de 5 € par mois. Donc faites vos calculs sur l'année, par rapport à une console, c'est déjà assez élevé. Et puis, ils avaient déjà connu des problèmes au lancement, c'est-à-dire que les serveurs étaient saturés. Et donc ce jeu qui a 2 mois est en pleine acquisition de joueurs et se retrouve à avoir à essuyer des commentaires plutôt désagréables. Et puis, d'un point de vue business, on voit que la note moyenne sur le store, la note qui a été donnée le 18 novembre, c'est 1. Parce qu'on ne peut pas mettre 0. Donc, assez bizarre pour une grande compagnie comme Nintendo, même si derrière elle est soutenue par un petit studio de développement, de faire un fail pareil. Alors, j'ai aucun doute, même si je ne suis pas dans les différentes sphères, que Nintendo et ses développeurs font des tests utilisateurs, des tests de performance, je n'ai aucun doute. Malheureusement, visiblement, il y a quelque chose qui est passé à travers les mailles du filet. Alors, on va revenir à l'origine. Tester, c'est quoi? Est-ce que vous savez? Ah, voilà, exactement, tester, c'est douter. Je ne pouvais pas ne pas la faire. Mais en fait, tester, c'est douter, c'est vrai. Et on a besoin de douter de tout. Quand on fait du test, il y a une zone qui est confortable, qui est la zone avant la production. De toute façon, il ne se passe rien. C'est la zone que vous connaissez, c'est la zone tranquille. La zone tranquille, c'est des tests unitaires, des tests fonctionnels, on peut même faire des stress tests. De toute façon, on est hors production, il ne peut rien nous arriver, si on casse tout, c'est pas grave. Mais même si on a beaucoup insisté sur tous ces tests, c'est normalement ceux que vous connaissez par cœur, normalement ceux qui ont lieu dans votre entreprise, enfin je l'espère pour vous, on est vraiment sur quelque chose qui est de moins en moins fiable, au sens où on va tester du code métier, mais les infrastructures, derrière, sont de plus en plus complexes. Les utilisateurs sont de plus en plus volatiles. Si on reprend l'exemple du mobile, on a un parc installé qui est tellement large, avec tellement de devices, surtout chez Android, différents, que c'est compliqué. Si vous avez participé à différents talks ici, vous savez qu'on est en train de parler de microservices, de temps réel, bref, de choses qui sont de plus en plus difficiles à tester. Donc, fut un temps, qu'est-ce qu'on faisait? On créait un environnement à l'identique. Alors, qui ici a déjà vu un environnement à l'identique de la prod pour faire ses tests? J'aimerais bien voir ça. En gros, on a besoin de plus en plus d'aller dans la zone des gremlins. La zone des gremlins, c'est la zone du chaos. C'est la zone du test en prod. Et le test en prod, il comprend 2 phases majeures.
la mise en production, donc la mise en œuvre, vraiment, c'est-à-dire je déploie ma nouvelle version. Derrière, je la release, je l'active, je l'ouvre à l'ensemble des utilisateurs. Et puis derrière, il y a tous les tests post-release. Donc si vous lisez là-dedans, il y a des choses qui vont vous parler, des choses dont on parle depuis très longtemps. Le blue-green deployment, les logs, le monitoring. Tout ça, c'est des choses dont on parle ponctuellement et qu'on fait, mais qu'on introduit rarement dans une stratégie globale de test. Alors, quand on va me parler de test en prod, on va me dire « oui, mais c'est risqué ». En effet, c'est risqué. Alors le risque, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le risque, il est très différemment perçu entre des métiers, entre des techniques. On a une aversion profonde au risque, c'est humain. Néanmoins, on peut y apporter des contingences. Un risque, ça se mesure, ça s'évalue. Donc, tester en prod, c'est faire un plan de test en prod. Qui parmi vous n'a jamais fait une mise en prod sans avoir un petit arrière-goût de ça va mal se passer? Il y en a qui ont déjà fait ça? Non? Personne? Ah, il y en a un qui lève la main. Donc vous n'êtes pas dans le groupe, parce que finalement, quand vous mettez en prod et que vous avez un doute, bah vous allez tester en prod. Vous allez tester que ça va se passer. Vous avez un plan de rollback, éventuellement de fast-forward. Mais en gros, on est déjà dans le risque. Alors, ce que je suis en train de vous exposer, c'est que finalement, on est tous en train de tester en prod. La différence avec des gens qui font du test en prod pour de vrai, c'est qu'ils ont un plan. Ça fait partie de leur plan de test. Comment on teste en prod? Le but, c'est de limiter l'effet de blast. En gros, vous voulez tester un composant, il ne faut pas que derrière, il y ait des effets domino et que tout tombe. Donc en fait, ce qu'il faut mettre en place, c'est un plan de contingence. Un plan de contingence, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe si mon test part vraiment à l'ouest? Finalement, le pire qui puisse vous arriver quand on teste en prod, les deux pires choses, c'est une corruption de données, qui peut donner ce genre de choses, et actuellement une fuite de données. Donc la fuite de données, là, dans le monde dans lequel on vit, ça nuit à votre image et ainsi de suite. Il y a aussi des risques de perte de chiffre d'affaires. Je ne peux plus passer de commande la veille de Noël ou au Black Friday, c'est embêtant. Mais tout ça, ça se contingente. Justement, le but, c'est quand je fais mon test en prod, c'est d'éviter que ça se passe. Donc revenons à nos moutons, à nos Nintendo qui se plantent sur sa mise en œuvre. Vous verrez, je crois que c'est à 17h et quelques, que Xebia a participé à la mise en place de MyTF1. MyTF1, c'est la vitrine de TF1 sur le mobile, où il y a tous les replays et ainsi de suite, un énorme budget publicitaire. Et donc comment on fait pour faire une refonte sans le risquer? Comment je vais faire pour garantir que quand je vais déployer ma nouvelle application de MyTF1, je ne vais pas avoir le splash screen de la mort et que ça ne bouge plus? Eh bien, ça c'est prévu. C'est-à-dire que l'équipe qui était en place, j'ai vu Simonet quelque part, je ne sais pas, a décidé de faire deux phases. Donc la phase pré-release, on a du bêta testing fermé sur une population ciblée d'utilisateurs. Et puis, durant la MEP, donc la MEP était inamovible, à partir du 11 juin, annoncée partout, dans les journaux, dans les médias, et ainsi de suite, donc on ne bouge pas. Par contre, ils ont réalisé ce qu'on appelle un progressive rollout, c'est-à-dire qu'à travers différents outils, ils ont ouvert d'abord à 1% des utilisateurs, puis à 5%, puis à 50%, sur un certain nombre de jours. Et ils se sont outillés pour vérifier à la fois les crashs, à la fois les notes données sur le store, et ainsi de suite. Et derrière, après cette mise en prod 1.0 qui a été réussie, mais qui a été très contrôlée, maintenant ils font de l'A/B testing, c'est-à-dire que chaque fois qu'ils ont des retours sur les écrans, eh ben, ils priorisent leur backlog, ils priorisent les fixes, ils priorisent les fonctionnalités. Autre acteur qu'on connaît bien et qui fait des tests en production depuis très très longtemps, c'est WSNCF. WSNCF est un adepte du blue-green deployment, c'est-à-dire j'ai des serveurs qui sont cachés, je les mets à jour et je les bascule progressivement dans ma ferme de production. Comme ça, si j'ai un problème, j'impacte une certaine partie des utilisateurs qui vont être dirigés,
mais pas tous. De la même façon, ce sont des pionniers du test utilisateur end-to-end. De manière régulière, il y a un robot qui vient réserver un aller-retour pour Paris-Lille en suivant le chemin qu'un internaute suivrait. Et on va analyser la dégradation du temps de réponse, et on va booker des places, donc on va jusqu'à la réservation et on annule. Un client qui m'a été soufflé par Yann de Sapient, Suez, qui avait une infrastructure relativement compliquée, avec des load balancers et ainsi de suite, et qui a fait un stress test en production, donc du traffic shaping, c'est-à-dire ils ont retiré un certain nombre d'instances de la production, et à travers des outils de load test d'Azure, ils ont directement tapé sur leurs infra de prod pour voir à quel moment elles explosaient. Donc ils se sont mis en danger, c'est-à-dire qu'ils ont perdu un certain nombre d'instances, mais ça faisait partie de leur plan de test, et maintenant c'est quelque chose qui est dans les mœurs. Le stress test, le test en prod ultime, c'est celui-là. Alors malheureusement, N26 n'est pas encore un de nos clients. J'espère qu'un jour. Mais c'est le bug bounty. Venez casser mon site de prod. Si vous trouvez quelque chose, je vous récompenserai. Croyez-moi que les hackers s'en donnent à cœur joie. Donc, je suis suffisamment confiant dans mon plan de test pour dire venez m'attaquer, et si vous trouvez quelque chose, je vous récompense. Donc là, on est vraiment sur le test de prod ultime, c'est faites tomber ma prod. La conclusion. Alors ne me faites jamais dire ce que je n'ai pas dit. Ça, c'est le mème le plus célèbre d'Internet. Hein. Moi, je teste pas trop mon code, mais quand je le fais en prod. Tester en prod, ça ne suffit pas. Ça fait partie d'un plan de test, mais le filet de test que j'ai avant doit être très large, et très large en termes de superficie, et la maille très resserrée. Je dois capter le maximum de choses avant. Donc tout ce dont on vous rebâche les oreilles depuis des années, le test d'intégration, le test de perf, le test unitaire, la couverture, tout ça, bien sûr que c'est nécessaire. Mais actuellement, la complexité de nos environnements fait que ce n'est plus suffisant. Donc le software testing, oui, mais hop, voilà. Le test de perf aussi, en perf. Et pour ça, il faut s'outiller. C'est-à-dire que vous allez entendre parler de plus en plus, et de plus en plus dans les années à venir, d'observabilité, de rendre mes applications et mon infrastructure monitorables. Je veux savoir ce qui se passe. Ce matin, quand on a eu un problème de keynote, on a tous les indicateurs qui nous disaient que c'est le Wi-Fi qui était par terre et on ne pouvait rien faire. On ne peut plus tout prévoir. Fut une époque, je regarde mon temps, fut une époque où quand on remettait un cahier d'exploitation à la production, on disait vous allez renseigner la liste des codes erreurs possibles pour cette application. Donc il y avait un code, la base n'est pas disponible, un code, il n'y a plus d'espace disque, voilà. Maintenant, on en serait bien incapable. Je pense qu'il y a des millions de cas de panne possibles. Donc le but, c'est à la fois d'avoir une application qui continue, mais d'être notifié qu'il y a un problème quelque part. Puisque j'ai dégradé mon service pour les utilisateurs, je continue à vendre, mais j'aimerais bien être notifié que je devrais revenir à la normale. Si vous êtes convaincus, j'espère que l'année prochaine, sur cette scène, il y aura quelqu'un qui va nous dire qu'il a mis en place du chaos engineering, qu'il a lâché des gremlins dans son data center. C'est-à-dire, en gros, j'ai des robots qui viennent aléatoirement tuer mes instances. Et il ne se passe rien. Je vous remercie.